Aujourd'hui, je vous montre si on peut doubler la puissance de son IA local en connectant deux DGX Spark ensemble. Et je le fais sur 4 modèles hyper récents. Mistral Small 4, Mistral Medium 3.5, Qwen 3.6 et même Minimax M2.7. Mettre 2 GPU en cluster pour accélérer ces modèles, ça paraît logique. Plus de mémoire, des modèles plus gros qui tiennent la charge. Mais 2 mini supercalculateurs IA reliés par du réseau peuvent-ils vraiment aller plus vite? La sagesse nous dit que non. La synchronisation coûte trop cher, on double la mémoire, pas la vitesse. C'est aussi ce que je croyais. Pourtant, j'obtiens jusqu'à 60% de débit supplémentaire en inférence, mais seulement pour certaines architectures de modèles. Et la mise en place ne se fait pas sans souci. Problème de matériel, de compatibilité logicielle, et j'en passe. Dans cette vidéo, je vous raconte tout. Je suis Pierre Bittner et vous êtes sur Applied AI, la chaîne dédiée aux AI Engineers, AI Builders et à tous ceux qui veulent apprendre à construire des systèmes IA. Vous avez été nombreux à me demander cette vidéo. Un grand merci à Asus France qui m'a aidé à trouver un second Ascend GX10 pour ce test. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je vous partage mes découvertes sans filtre. Si ce genre de contenu vous intéresse, abonnez-vous. Dans une autre vidéo, je vous explique pourquoi je suis passé à Llama CPP pour mes agents IA sur le Spark. Ici, je fais le chemin inverse. Sur une seule machine, Llama CPP suffit largement. Mais dès que tu veux répartir un modèle sur plusieurs nœuds, gérer la concurrence et exploiter un cluster, il faut complètement changer sa stack. VLLM apporte le Tensor Parallelism et Ray apporte l'orchestration distribuée des modèles. À partir de là, je ne lance plus simplement un moteur d'inférence. Je commence à opérer une infrastructure distribuée. Mais j'ai dû débuter par le plus ingrat, faire tenir tout ça sur un disque. Les LLM que je voulais tester font entre 30 et 80 gigaoctets pièce et sur 1 teraoctet, ça part vite. En plus des poids des modèles en cours de test, il y a les caches de VLLM et les images Docker. Pas d'espace, pas de benchmark. J'ai dû faire pas mal de ménage dans mes expériences précédentes. Et je dois dire que c'est un des gros avantages du format de quantization NVFP4 de Nvidia. Il consomme moins de mémoire GPU, mais occupe également moins d'espace sur le disque. Deuxième obstacle, l'image officielle de Nvidia pour VLLM est figée sur une vieille version de la librairie Transformer. Et tous les modèles récents exigent la version 5 sortie fin janvier. Tu ne peux simplement pas repartir de l'image officielle de VLLM car elle n'intègre pas les optimisations pour le GB10, le processeur du Spark, ni les nombreux patchs et correctifs des LabIA pour supporter leur modèle dans VLLM. Heureusement, un développeur, Eugène Romanenko, alias EUGR, maintient une image non officielle avec tous les patchs nécessaires et des librairies optimisées pour le GB10, ainsi que des scripts pour faire tourner les derniers modèles sur plusieurs Spark. Qwen, Minimax, GPT-OSS. J'ai simplement dû ajouter les recettes pour les nouveaux modèles Mistral AI. C'est Eugène qui a aussi développé l'outil de benchmark qu'on va utiliser, Llama Benchy. Sans ces outils open source faits bénévolement, mettre des Spark en cluster serait une véritable galère. Un grand merci à lui. Pour le réseau, les deux machines sont reliées par un câble spécial QSFP que j'ai trouvé à Singapour. La puce réseau ConnectX crée deux connexions logiques sur ce câble physique que l'on doit placer dans deux sous-réseaux séparés afin d'obtenir un lien à 100 gigabits par seconde. Pour la communication de GPU à GPU proprement dite, comment les calculs se répartissent entre les deux nœuds, comment ils se synchronisent, je détaillerai ça quand on arrivera dans la partie benchmark. Chaque modèle demande sa config maison. Qwen, pas trop de problèmes. Mistral a un tokenizer propriétaire avec des flags spécifiques. Minimax, GPT-OSS ont besoin d'autres ajustements encore. Ce qui m'a surpris dans cette campagne de test, ce n'est pas tellement VLLM. C'est la manière à laquelle l'écosystème évolue. Entre les nouveaux tokenizers, les architectures MOE, les backends d'attention, les formats de quantification, c'est sans compter les nouveautés matérielles, cela va dans tous les sens. Et c'est probablement la leçon la plus inattendue de ce projet. Les modèles évoluent aujourd'hui sans tenir compte de toutes les plateformes censées les exécuter. C'est pourquoi certains modèles passent à la trappe. Trop gros, trop lents ou simplement pas supportés. Alors je suis arrivé à faire une sélection de gros modèles assez représentative avec un nouvel entrant, Minimax. Je parle du cas DeepSeek V4 Max un peu plus tard dans la vidéo. Après quelques efforts, tout tourne. Les modèles se chargent. Je lance le benchmark. Logiquement, je pars du plus petit modèle au plus grand. Les temps de chargement avec VLLM sont bien plus longs qu'avec Llama CPP.
VLM fait beaucoup plus d'optimisation au démarrage. Je commence à avoir des messages d'avertissement au chargement des poids sur le worker pour les plus gros modèles. Rien d'anormal selon Claude. Les résultats semblent dans les clous, mais alors dans NVTop, l'outil qui affiche l'activité GPU en temps réel, il y a une asymétrie entre les deux nœuds qui me perturbe. L'un tourne à fond, l'autre semble un peu en dessous. Je mets à jour les deux versions qui n'étaient pas synchro, je reboot, l'asymétrie est toujours là. Étrange. Et il y avait aussi un autre petit truc bizarre. Parfois au démarrage, le lien ConnectX ne se faisait pas et d'autres fois, il montait sans aucun souci. Ça dépendait des jours. Je vous en parle maintenant, vous allez comprendre par la suite. Et ce sera le dernier modèle de ma campagne qui transformera mon doute en certitude. J'avance dans mes benchmarks, ça prend du temps car le chargement d'aussi gros modèles sur deux machines n'est pas rapide. La quasi-totalité des modèles est testée. Et puis arrive Mistral Medium 3.5, le modèle le plus exigeant de toute la campagne de test. C'est un modèle dense. Tous ses paramètres sont actifs à chaque token généré. Contrairement à un modèle MOE qui n'active qu'une partie de son réseau de neurones à chaque token, le dense, c'est tout ou rien. Il sollicite à 100% le lien et le GPU à chaque fois. Et c'est ça qui rend la symétrie entre les deux nœuds impossible à ignorer à présent. Précision importante, l'ABA Benchy est un benchmark de performance. Il évalue la puissance brute du modèle sur son moteur d'inférence. Il ne juge pas la qualité des réponses. Il ne fait pas de tests fonctionnels comme le respect des formats de sortie ou les appels de fonctions. Cela, on le testera dans une prochaine vidéo. Je prends alors une décision. J'arrête les benchmarks en cours sur VLM et décide de valider le matériel en mode cluster intégralement. Pour tester le GPU correctement, j'ai utilisé LlamaBench, l'outil de diagnostic intégré dans la distribution officielle de LlamaCpp, conçu précisément pour mesurer les performances d'un GPU en inférence. C'est l'équivalent d'un voltmètre pour un électricien. C'est l'ancêtre de LlamaBench, l'outil de UGR pour comparer plusieurs moteurs d'inférence. J'avais déjà une mesure de référence sur mon premier Spark. J'ai lancé le même test avec le même bilaire sur chaque nœud séparément. L'écart était là, net, reproductible. En cherchant sur le forum NVIDIA dédié au DGX Spark, je suis tombé sur un protocole de validation Dual Spark créé par un membre de la communauté. Je mettrai le lien vers la page GitHub en description. Je l'ai également mis en place. Il confirmait deux choses. Le lien ConnectX était OK, mais le GPU du worker était bien bridé sous charge soutenue. NVIDIA SMI donnait la fréquence GPU réelle, entre 700 et 800 MHz au lieu des 2400 et 2500 MHz attendus, moins du tiers. La raison, c'est une limite logicielle sur la puissance envoyée au GPU. Et je précise, ce n'est pas un problème de chaleur comme je l'imaginais à un moment. Sur ces machines, le refroidissement est très bon. Même en pleine canicule, les GPU montent à 90 degrés sans jamais ralentir. Et de toute façon, le nœud qui tournait au ralenti restait froid autour de 50 degrés. Donc la chaleur n'y était pour rien. Non, ça venait du firmware. Celui-ci disait au pilote qu'il n'y avait pas assez de puissance disponible. J'ai échangé les alimentations entre les deux Spark. Le GPU qui ralentissait est redevenu normal, mais cette fois, c'est la connexion entre le Spark qui avait de nouveau disparu. Ma conclusion, c'est que les deux alimentations sont bonnes et les ports PCIe qu'utilise le ConnectX aussi. C'était une hypothèse à un moment. Le matériel n'est donc pas à mettre en cause. Ce que je pense, et là c'est juste une supposition, pas une certitude, le GPU et la carte réseau se disputent la puissance disponible au démarrage et le firmware gère ça mal. Et du coup, le pilote croit qu'il manque de courant et donc soit bride le GPU ou coupe le ConnectX. C'est un bug connu sur la scène que d'autres utilisateurs ont rencontré. Le correctif, qui se fait via une mise à jour du firmware, est disponible depuis pas très longtemps. J'avoue, je ne l'ai pas encore installé sur mes deux Spark car un matin, le cluster a démarré nickel. Tout fonctionnait, les benchmarks étaient nickel, la connexion était nickel. Je me suis empressé de repasser tous les tests. C'est un choix assumé de ma part. Je n'ai pas voulu toucher au firmware en pleine campagne de test. Ce n'est pas la méthode la plus propre, je sais, mais j'avais cette vidéo à publier. Le cluster était pour la première fois symétrique et je relance donc les 236 mesures. Et là, l'analyse des résultats révèle quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. Vite, je vous explique la méthodologie. J'ai 7 configurations de modèles, testées en solo sur un seul nœud et en duo. 3 niveaux de concurrence, 1, 4, 10 et 3 profondeurs de contexte. Cela fait 236 mesures au total, toutes alignées sur les paramètres des modèles de la communauté pour pouvoir comparer avec des benchmarks externes. Je rappelle mon hypothèse de départ.
Avec un Tensor Parallelism A2 en interneux sur un lien ConnectX, on a de la mémoire supplémentaire pour faire de plus gros modèles, pas avoir de la performance en plus. Le coût de synchronisation entre les deux machines absorbe le bénéfice. Et bien les benchmarks ont détruit cette idée. Pour Qwen 3 35B A3B, un modèle Mixture of Experts, je suis passé de 54 tokens par seconde en solo à 79 en duo, presque 50% de gain. Pour Mistral Small 4, un autre Mixture of Experts, de 30 à 49 tokens par seconde, plus de 59% de gain. Pourquoi est-ce que ça marche pour ces modèles et pas pour les autres? Il faut comprendre ce qui se passe dans un cluster avec un Tensor Parallelism A2. Les poids des modèles sont découpés en deux et répartis sur les deux GPU, comme un très gros livre qu'on partage entre deux lecteurs. Les deux lisent en parallèle, mais à chaque couche du modèle, ils doivent mettre leurs résultats en commun. C'est LOL Reduce. Pour ça, les deux nœuds utilisent un protocole, ROS, RDMA over Converged Ethernet, qui envoie les données directement de la mémoire d'un GPU à l'autre, sans passer par le CPU. C'est rapide, mais ça coûte quand même quelque chose. Et ce coût dépend directement de ce que les deux GPU doivent échanger. Un modèle MOE, Mixture of Experts, n'active qu'une fraction de ses paramètres à chaque token. Pour Qwen, c'est 3 milliards d'actifs sur 35 au total. Générer un token, c'est comme chercher un mot dans un dictionnaire. Le GPU lit les poids en mémoire. Moins de paramètres actifs, moins de pages à lire. Le câble ConnectX absorbe ça et le second nœud apporte assez de débit mémoire supplémentaire pour que l'équation soit largement gagnante. Le Mixture of Experts n'est d'ailleurs qu'une des nombreuses optimisations que l'on retrouve dans des modèles récents. Chaque laboratoire essaie de résoudre un problème différent. Réduire l'usage mémoire, accélérer l'inférence, améliorer les contextes longs ou augmenter la qualité. Et ces choix architecturaux ont un impact direct sur ce qu'on observe dans les benchmarks. Mistral Small 4 ne se contente pas d'être un MOE. Il intègre également MLA, Multi-Head Latent Attention, une technique qui compresse le KV cache. Le KV cache, c'est la mémoire court terme du modèle. C'est ce qu'il conserve du contexte pour éviter de tout relire à chaque token. Ce résultat, sur un contexte de 8000 tokens, le débit ne chute que de 3%. D'autres modèles de la campagne perdent jusqu'à 17%. Si vous travaillez sur des documents longs ou des conversations étendues, ça fait une vraie différence. À l'autre extrémité du spectre, Mistral Medium 3.5 est un modèle dense. Le Tensor Parallelism A2 permet de le faire tourner sur le cluster. En revanche, les performances observées sont nettement plus faibles et la montée en charge beaucoup plus difficile. Tout comme l'autre modèle dense de mon test, Qwen 3.6 27B, qui ne performe pas plus. Je n'ai pas encore d'explication satisfaisante, mais le comportement est donc très différent de celui observé sur les MOE. J'ai également regardé DeepSeek V4 Flash, mais dans ce cas, on change complètement de catégorie. Les poids dépassent 170 Go. Les configurations recommandées reposent sur 4 GPU reliés par NVLink et des patchs spécifiques sont nécessaires pour le faire tourner. Avec un cluster de 2 Spark, le ratio effort-résultat n'est simplement pas intéressant pour moi. Je l'ai donc écarté de cette campagne. Si vous avez d'autres retours sur DeepSeek V4 Max sur un cluster Spark, je serais ravi de l'entendre. Le trio que je retiens pour la suite est donc Mistral Small 4, Qwen 3 35B A3B et Minix Max M2.7. Ce que nous avons mesuré ici, c'est leur débit brut, pas leur qualité fonctionnelle, appel de fonctions, sortie structurée, raisonnement sur des cas réels. Ce sera l'objet de la prochaine étape. 3 choses à retenir de cette vidéo. La première est la plus universelle. Ne te lance jamais dans un benchmark avant d'avoir prouvé que ton système fonctionne parfaitement. GPU, réseau, disque, sous charge, pas au repos. Un cluster au GPU bridé ne produit aucune erreur visible, aucune alarme. Tous tes chiffres seront faux et tu ne le sais pas. Dans mon cas, j'ai eu de la chance de m'en apercevoir. La deuxième, l'architecture MOE change l'équation en mode cluster. Ce n'est pas juste plus de mémoire pour charger de plus gros modèles, c'est de la performance en plus. Sur les modèles denses et lourds, c'est l'inverse. C'est l'architecture qui décide, pas le nombre de GPU. La troisième, c'est que open weight ne veut absolument pas dire prêt à l'emploi. Les modèles évoluent plus vite que les plateformes censées les exécuter. Quand on regarde les benchmarks publics, on a parfois l'impression que tous ces modèles sont immédiatement disponibles. En pratique, il faut souvent plusieurs mois pour que l'écosystème rattrape son retard. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les lab IA qui font l'effort d'aller jusqu'au bout de la démarche.
Publier les poids, c'est une étape. S'assurer que tout l'écosystème puisse réellement l'exécuter en est une autre. Entre un modèle publié et un modèle réellement exploitable, il existe aujourd'hui tout un travail d'intégration que les benchmarks accompagnant les annonces de sortie ne montrent pas du tout. Nous sommes vraiment au tout début de l'histoire de l'IA locale autonome. Encore une fois, un grand merci à Eugène Romanenko, EUGR, pour Spark VLM Docker et Llama Benchy. Un grand merci à la communauté du forum DGX Spark et Nvidia. Encore un grand merci à Asus France pour le prêt du deuxième Ascent. Sans eux, cette vidéo n'aurait jamais été possible. Et si vous voulez que je teste quelque chose en particulier sur ce cluster, les commentaires sont ouverts. On sait maintenant qu'un cluster de 2 DGX Spark peut réellement accélérer certains modèles en inférence. La question suivante, c'est est-ce qu'on peut aussi entraîner efficacement dessus? C'est ce que j'aimerais tester. Si ça vous intéresse, dites-le également en commentaire. Et la suite logique, faire tourner l'Agentic Research sur un LLM distribué, un gros modèle versus plusieurs petits modèles spécialisés en parallèle. Qu'est-ce qui donne le meilleur résultat? Ça sera dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de m'envoyer des super 5. À bientôt sur Apply DI.